le sentiment que la souffrance du peuple togolais, certains ne le comprennent pas, certains ne comprennent pas encore où en est la lutte. Ils sont encore dans des histoires, dans des historiettes, alors que la réalité, eh bien, nous faisons face à une violence d'un régime. Un régime qui s'est accaparé des ressources du Togo, qui s'est énormément enrichi et qui utilise cet argent pour corrompre les chefs d'État aux alentours, les autres États, de façon à ce que quand le peuple togolais se lève, s'il n'arrive pas à éteindre le feu à cause du soulèvement à l'interne, malgré la violence sur la population, on va aller chercher des chefs d'État, comme ils l'ont fait en 2018, pour imposer une feuille de route. Et qu'est-ce que la feuille de route dit? Aller aux élections dans les conditions de Faure Gnassingbé. Et voilà ce que ça donne comme résultat. Voilà. Donc, peuple togolais, levez-vous, mobilisez-vous, construisez un rapport de force conséquent pour mettre fin au monstre qui a fait du Togo un pays à ciel ouvert, une prison à ciel ouvert, où les Togolais ne peuvent pas faire un repas principal par jour, où il n'y a même pas un seul scanner à l'hôpital de Togoin, où les gens meurent comme des mouches. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Péré, Daoukou Péré qui le dit. Les Togolais meurent comme des mouches, où les Togolais sont tenus comme des gens qui sont esclavagisés dans leur propre pays. Alors que le Faure Gnassingbé s'enrichit énormément, sa fortune est égale à la dette du Togo. La dette du Togo est de près de 4 000 milliards. Et c'est ça qui est la fortune de Faure Gnassingbé, où on ne voit pas les phosphates, la contribution des phosphates dans le budget national. On ne voit pas le port autonome de Lomé, qui est notre port à eau profonde, le seul port en eau profonde de la sous-région, a été donné cadeau pendant 30 ans à Bolloré. Tout cet argent, à peine 1 milliard, rentre dans le budget national. Et la gestion du pays kakistocratique, c'est-à-dire que le pays est exploité par une mafia. On a transformé le Togo en une plateforme de drogue, de trafic d'armes, d'objets, de trafic d'organes humains. Toutes sortes de choses, c'est-à-dire que c'est une vraie mafia. On a l'impression que Satan lui-même est descendu au Togo. Et on s'en fout des Togolais. Donc voilà la gravité de la situation que les Togolais doivent comprendre. Ça devait vous amener à vous révolter, à construire un rapport de force nécessaire pour mettre fin à ça. Sinon, eh bien, on sera toujours comme une proie dans les mains de ces voraces-là, de ces gens violents qui continuent pas à jouer de la vie de l'ensemble des Togolais. Voilà. S'il y a des questions précises, je peux revenir là-dessus, apporter des éléments concrets, donner des chiffres, donner des dates, donner des éléments pour pouvoir comprendre, pour pouvoir donner d'autres éléments explicatifs. Enfin, sur la question de la C14, je vais aussi vous révéler quelque chose aujourd'hui. Sur la question de la C14, il s'est posé deux choses. De point de vue stratégique. Attends d'abord. Non, Guissoro. Ouais. Guissoro, laisse-le aller au bout de ses idées, s'il te plaît. Laisse aller. Ok, grand frère, on y va. Sur la question de la C14, il s'est posé un problème de stratégie. D'un côté, Tipi voulait que tout le peuple soit dans la rue et qu'on continue, mais avec les mains vides. Les autres lui posent la question. Avec les mains vides devant ces gens violents, comment tu penses qu'on puisse arriver? Entre-temps, Faure est parti chercher les chefs d'État. Nana Akufo est rentré en jeu pour dire que lui, il peut régler le problème par la négociation. Et il nous donne, il donne 10 jours. Il est arrivé en janvier. À 10 jours, il peut régler le problème. Qu'on lui fasse confiance. Alors, devant une opposition, comme je viens de le décrire, qui n'ont pas d'armes, qui ne sont pas soutenus par l'armée, et qui ont que le peuple comme leur seul pouvoir. Mais ce peuple-là, les mains nues, ce peuple-là ne peut pas résister à la violence du régime. Je vous donne un exemple, je vous donne un cas précis. Le peuple s'est rassemblé à Décon. 1 million de personnes, mais pacifiquement. Il a suffi 100 gendarmes. Ils ont lancé 3 bombes assourdissantes qui font beaucoup de bruit. Et ensuite des grenades lacrymogènes. Ils n'ont pas commencé par tirer, c'était la débandade. Alors, devant ce peuple-là, comment vous voulez affronter les gens en armes qui sont prêts à tuer? La question s'est posée. Alors, si vous, par exemple, vous êtes leader
Et on vous pose la question. Vous avez un peuple, vous n'avez pas d'armes, et devant vous, il y a des gens qui vont tuer. Est-ce que vous allez choisir la voie de la négociation ou vous allez demander à ce que le peuple aille les mains nues contre ce régime pour qu'il y ait une boucherie? En sachant qu'il y a eu une boucherie déjà en 2005, et ce boucherie-là, l'ONU est venue faire une enquête, a trouvé qu'il y a eu 500 morts, le rapport est là, il est sur le site de Pyramide, et jusqu'à présent, l'ONU n'a pas fait en sorte que ceux qui ont tué soient poursuivis. Parce que la France s'est évertuée à protéger ce régime, puisqu'il faut se rappeler que c'est la France qui a mis en place ce régime de terreur depuis 1963. Et donc la France fait tout par diplomatie pour pouvoir empêcher cette option. Je vous pose la question aujourd'hui. Si vous, Togolais, vous êtes devant, vous êtes leader, vous connaissez la capacité de vos troupes, vous savez que 3 bombes assourdissant allaient tout le monde disperser. Après, c'est les fuites, c'est l'exil et tout. Et n'oubliez pas que ça s'est déjà passé. En 93, devant la violence de Fleur Jardin, qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? On a quitté en masse. Ça a été le début de la dispersion des Togolais à travers le monde. Certains sont partis au Bénin, certains sont partis au Ghana, et en Europe, la plupart ne sont plus jamais revenus. Voyez. Et donc, devant un peuple qui a les mains nues, comment vous voulez affronter ces militaires sans que vous ayez les capacités de faire changer le rapport de force? La question posée. Alors, d'un côté, on dit non, on va continuer. Mais les mains nues. Mais les autres se disent, mais les mains nues, jusqu'où? On fait déjà 1 an ou 6 mois je crois que c'est pratiquement 1 an de marche. Les gens commencent à se fatiguer. Est-ce qu'on va continuer les mains nues ou on va aller dans cette négociation avec la pression d'autrui? Certains ont dit, ok, allons en négociation. Et il y avait des conditions qui ont été posées pour ces négociations. Et même dans ces conditions, ceux qui disent aujourd'hui que Tipi n'avait pas accepté, c'est faux. Allez demander. Et Nana Akufo a obtenu l'aval de Tipi avant d'arriver à Lomé. Pour ces négociations-là. Et les membres du PNP ont participé à la négociation de jour 1 jusqu'à la fin des négociations, 6 mois plus tard, avec l'acceptation de 75%. Donc, qu'est-ce que vous racontez à la fin de la journée? Alors, ils sont tous allés à la négociation parce qu'il n'y avait pas d'autres options. Et les négociations, ils ont été floués. Ils ont été floués tout simplement parce que Nana Akufo, depuis les années 60, aucun président français n'est venu au Ghana. Vérifiez, vous allez voir. Macron s'est déplacé au Ghana spécialement pour la cause du Togo. Pour faire de Nana Akufo ce Tintin, cette marionnette qui va l'aider à ce que le Togo ne change pas de régime. Et c'est la mission que Nana Akufo est venu faire. 10 jours est devenu 6 mois. Ils l'ont tiré sur la longueur pour que le peuple se fatigue, pour que le peuple ne reprenne plus la rue. Et à la fin, on leur a imposé des élections dont vous avez le résultat. Donc voilà les situations. Donc comment vous faites? Vous êtes devant une armée violente. Vous êtes devant un syndicat de chefs d'État de toute la sous-région. Quand on parle de Ouattara, quand on parle du président du Ghana, quand on parle du président du Nigeria, ou encore de la Guinée, c'est pas des gens simples devant nos leaders de l'opposition. Donc ces gens-là viennent avec tout leur puissance, toute leur force, ils vous imposent une négociation. Vous refusez, vous faites de la résistance. Parmi vous qui négociez, on essaie de vous diviser encore parce qu'on va appeler quelqu'un, on va lui dire, toi tu es un chef d'État, tu peux devenir chef d'État. Toi si comporte-toi comme ça. Toi, l'autre est trop radical. On fait tout ça. Malgré ça, ils ont quand même gardé une certaine constance juste à ce que les chefs d'État se réunissent. Et rappelez-vous, il y a eu 2 réunions en même temps. Parce qu'on n'était pas sûr, de la décision de la CEDEAO, il fait convoquer une réunion de l'OUA ou de l'Union africaine. Les Sassou Nguesso, les Bongo arrivent à Lomé. 2 réunions simultanément. Pour pouvoir forcer si la CEDEAO ne va pas dans le sens de fort, eh bien, l'Union africaine devait plutôt imposer ces décisions. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, à la place, honnêtement, face à cette situation? Donc, comprenez les limites que nous avons en tant que peuple de résistance, les limites de nos leaders, sur le plan humain, sur le plan matériel, sur le plan de la construction de rapports de force,
apprenons de ça, tirons leurs leçons pour construire une résistance, un rapport de force nécessaire pour mettre fin à ce régime. Voilà, merci. Ok, mais merci beaucoup, Pyramide. Merci. Ouais. En fait, c'est une grande opportunité pour nous d'avoir un des aînés de la politique togolaise qui connaît l'actualité. Et j'en reconnais concernant les précisions qu'il a évoquées, des revendications des droits politiques par rapport au rapport de force que la France a joué dans les discussions politiques au Togo, y compris l'Union africaine, qui a fait que le peuple togolais, plus d'1 million de peuples togolais qui ont bâti des pavés, dans les histoires même auxquelles nous étions confrontés, des affaires des incendies, cette démarche de Lomé de Kara, le peuple togolais dans son ensemble, que je rends un grand hommage, et grâce à eux, on a pu avoir une liberté prétendue, signée par un accord politique qui a eu l'heure d'un deal entre Nana Akufo-Addo, Alpha Condé, et les certains chefs de la diplomatie accrédités des G5 au Togo. Grand frère Pyramide, bonsoir. Allô, Pyramide? Bonsoir, mon frère combattant. Mohamed Loum. La famille, c'est mon nouveau compte. Faites-vous abonner sur ça, quoi. L'autre compte, je n'arrive pas à monter les gens, quoi. Ils ont supprimé place d'invitation, quoi. Donc, faites-vous abonner sur mon nouveau compte, quoi. Grand Pyramide, bonsoir. Salut, mon grand frère combattant, Mohamed Loum. Je salue ton courage, je salue ta détermination, ton franc-parler, tous les sacrifices dont tu as fait preuve pendant ton arrestation. Ton courage, en tout cas, ça force notre admiration. Je tiens à te saluer. Merci, grand frère Savadroc. Alors, grand, ça fait plaisir que j'ai eu l'opportunité de vous résumer compte tenu de la situation politique togolaise. Chers aînés, au Togo, nous sommes en train de parler d'un pays qu'on appelle le Togo, plus précisément la capitale du crime en Afrique de l'Ouest, qui est gouvernée par un dictateur auquel nous tous nous le savons. Chers aînés, moi j'ai une question tout juste à vous poser compte tenu de nos situations. Le plan politique aujourd'hui sur la scène togolaise, toutes les acteurs politiques n'ont plus le droit de faire un rassemblement. Nous sommes confrontés bientôt, d'ici dans 4-5 ans, compte tenu d'une diminution de force, à des élections sénatoriales qui ont causé jusqu'à une députation où on parle du chef de conseil constitutionnel. Alors, grands chers aînés, j'ai une question juste à vous poser et c'était une idée tout à l'heure que j'ai eu à partager avec mon frère Dissoro sur cette planète. Aujourd'hui, comme je viens de vous dire, les partis politiques n'ont plus aujourd'hui l'opportunité de rassembler le peuple togolais, ni même pour communiquer, faire l'état des lieux en matière de gouvernance de ceux qui nous dirigent. Maintenant, moi je dis, nous avons plusieurs âmes aujourd'hui pour faire affronter le pouvoir en place. Nous avons aujourd'hui dans le système informel et dans le système formel les fonctionnaires de l'État. Quand vous prenez par exemple des médecins, nous avons à la longueur de la journée des médecins qui se plaignent, qui n'ont pas de meilleures conditions de vie pour soigner le peuple togolais, compte tenu des situations des matériaux. Nous avons des enseignants aujourd'hui qui n'ont pas une circonstance de vie atteignante face à la déontologie pour répondre aux attentes de l'éducation nationale du peuple togolais. Nous n'avons pas de classes d'école aujourd'hui au Togo. Les élèves aujourd'hui sont confrontés tout d'abord à une insécurité sur l'éducation nationale qui est déjà confrontée, qui va à la dérive. Donc, c'était une proposition. Et je pense que ces lois sont constitutionnelles et équivalent à des institutions de la République. Les médecins et les docteurs ne peut pas-il jouer aujourd'hui un renversement de la donne politique au Togo avec des syndicalistes pour que nous puissions arriver à une entente politique pour renverser la tendance? C'était une question que je voulais vous poser. Je vais être plus clair avec vous. Je mesure bien mes mots. Aujourd'hui, les acteurs politiques, plus précisément les partis politiques, n'ont plus accès aujourd'hui à faire mettre une politique en jeu pour essayer de discuter avec la masse, leurs sympathisants. Les médecins, aujourd'hui, qui crient qu'ils n'ont pas, ils sont dans ils n'ont pas une meilleure condition de travail pour affronter face à la population, aux attentes de la population. Des enseignants aujourd'hui disent qu'ils n'ont pas de classe, même les salaires ne sont pas bien justifiés par rapport à des conditions dans l'Afrique de l'Ouest, aux autres pays qui sont tous confrontés. Aujourd'hui, nous avons vu partout en Afrique des enseignants,
des médecins qui ont battu le pavé mettre la pression sur l'armée. Par exemple, le cas du Sénégal, lorsque le président Macky Sall a voulu faire la résistance de son 3e mandat, toute la société civile, les syndicats se sont mobilisés, les enseignants, les élèves, les étudiants se sont mobilisés, ont demandé à l'armée de mettre le désordre, de mettre de l'ordre dans le désordre. Macky Sall a fini par faire une marche arrière, a fait une assise nationale qui a sorti la date d'une élection, même après l'arrestation de Ousmane Sonko et de son compagnon de guerre, plus précisément Bassirou Diomaye Faye, aujourd'hui à être à la magistrature suprême. Donc la société civile, et y compris surtout les médecins et les enseignants, ont joué un jeu primordial. Parce que le mode de grève qui était lancé, vous imaginez, un pays comme le Sénégal, un pays comme le Togo, nous passons 24 dans une journée, on dit qu'il n'y a pas d'études et les médecins ne fonctionnent pas. Est-ce qu'aujourd'hui, notre société civile, les syndicalistes, plus précisément l'armée, comme les médecins et les enseignants, peuvent pas jouer une tendance sous la pression de l'armée de prendre la responsabilité, d'obliger cette armée à prendre la responsabilité de changer la tendance de la politique togolaise? C'était une question. Mon frère Pyramide. Allô? Merci beaucoup, commandant Monsieur Loum, combattant Loum, pour la question. Elle me paraît pertinente. Dans un pays normal, les syndicats, la société civile, les partis politiques peuvent s'organiser pour faire plier le gouvernement et obtenir des résultats probants. Il se fait que le cas du Togo, comme je l'ai dit, c'est un régime de violence, de terreur, qui se nourrit du sang et qui continue par se perpétuer dans le sang. C'est un fait. Maintenant, ce régime est un régime d'exception, un peu comme le régime de Bachar al-Assad. Quand vous voyez, quand le régime est tombé, vous avez vu la prison. Vous avez vu comment ce régime a des gendarmes, en tout cas des services de renseignement un peu partout. Donc a assis son pouvoir sur la terreur et la violence. C'est le même type de régime au Togo, où il y a une minorité ethnique qui pense que le pouvoir leur est dédié au Togo. Et donc, ils peuvent tuer sans vergogne et dans toute impunité. Et quand vous interrogez le profil psychologique de Faure, il réagit comme si le Togo est sa propriété privée. La façon dont il gouverne le Togo, il réagit comme si c'est sa propriété privée. Vous voyez? Et quand on touche à l'emblème du Togo, sa réaction est toujours violente. On l'a vu avec Agbeome Kodjo, avec le drapeau. On l'a vu avec son propre frère, Pachanya Simbe. Exactement. Pachanya Simbe. Et tout simplement parce que tout ce que Fonya Simbe a appris dans la vie, puisqu'il est né cueilleur d'or à la main, tout ce qu'il a appris, c'est la cruauté. On lui a expliqué que plus il est cruel, plus les Togolais vont avoir peur et se soumettre à lui. Et donc, il a le pouvoir à vie. Mais s'il fait preuve de magnanimité, il va perdre le pouvoir. Alors, la seule façon pour lui de montrer qu'il est coriace alors qu'il n'est pas, c'est un peureux. C'est quelqu'un qui n'a jamais, il n'a jamais fait face à ce qu'on appelle l'adversité. Vous voyez? Et donc, mais il fait preuve de cruauté. Puisqu'il y a des gens qui sont à sa disposition pour pouvoir tuer, son pouvoir semble être, je dirais, inarrêtable. Mais, vous voyez, le cas, pourquoi les syndicats enseignants, les syndicats, les médecins ne peuvent rien faire? Parce que quand il y a eu le 5 octobre, il y a eu une révolte citoyenne des étudiants, soutenue par la CDPA, qui a formé un certain nombre de militants et qui a amené justement, en profitant de ce qu'on appelle l'écosystème
géopolitique de ce moment, c'est-à-dire la chute du mur de Berlin. Exactement. On avait déjà vu un certain nombre de régimes tomber. Au Mali, c'était Moussa Traoré, les étudiants se sont révoltés. Au Bénin voisin, c'était Kérékou, son régime tanguait avec la conférence, etc. Donc, il y avait un certain nombre de vents de l'Est qui soufflaient sur l'Afrique. Et le Togo était encore très calme, si vous vous rappelez. Et d'ailleurs, Yadema avait envoyé un certain nombre de barons faire le tour pour dire non, le Togo ne veut pas de multipartisme, tout va bien au Togo, il n'y a rien à cirer. Avant qu'il y a eu cette révolte-là des étudiants. Alors, pour les grèves, la grève générale illimitée qu'on a lancée au Togo, et c'est le seul pays dans le monde qui a fait une grève qui a duré 9 mois, les gens l'ont oublié. C'est pourquoi moi j'insiste sur la mémoire de la lutte politique au Togo. Exactement. Cette grève a duré 9 mois. Et à la suite de cette grève, pourquoi cette grève a réussi? C'est parce que les syndicats de chauffeurs, les syndicats des différentes structures ont soutenu la grève. À partir de Yadima s'est dit plus jamais au Togo. Alors ils ont mis en place un système aujourd'hui qui a désossé la structure syndicale au Togo. À telle enseigne que les syndicats au Togo ne peuvent même pas revendiquer leurs propres droits. Vous voyez, soit toutes sortes de mesures sont en place qui a fait en sorte que le syndicat ne peut pas se lever aujourd'hui. Est-ce que vous avez encore vu une seule grève dans les dernières années? Non. Exactement. Le soi-disant ministre de la fonction publique, Bawara, qui est là depuis je ne sais pas combien, depuis déjà 20 ou 18 ans, on peut être ministre pendant 18 ans. Vous imaginez ça? Il a fait signer à ces syndicats que vous n'allez pas revendiquer ou faire grève pendant 5 ans. Et ils sont tenus par ces genres de lois. Donc, si toi, tu veux faire une grève, etc., tu te retrouves sans emploi ou tu es obligé de quitter le pays. Donc, le syndicalisme togolais, aujourd'hui, est dans une situation où on lui a enlevé tous les leviers du syndicalisme. Il faut le noter. C'est-à-dire que moi, ce que je dis aux Togolais, c'est que prenez le Togo comme étant, ou prenez vous-même comme étant un officier qui doit passer un diplôme pour devenir un officier de guerre. Vous voyez? Et on vous présente le Togo comme étant votre troupe, ou du moins votre pays, avec les faiblesses, c'est-à-dire un syndicat qui ne peut plus se soulever, une population dont les violences répétitives, que ce soit en 2005, que ce soit en 2017, que ce soit les marchés de Lomé qu'on brûle, le marché de Hejrana ou de Kara, et qui a vu arrêter des camarades patriotes comme Loum ou encore Yakanou qui sont morts en prison. Tous ces gens-là, toute cette violence-là a traumatisé le peuple togolais. Donc quand vous êtes un peuple qui a été tellement traumatisé que elle s'est la terreur la tenaille. Donc, c'est pas, quand vous appelez le peuple pour sortir, si le peuple ne sort pas, pourquoi? Parce que les violences successives ont créé un traumatique socio-psychologique chez ce peuple-là. Mais ça ne veut pas dire que le peuple ne veut pas se révolter, ou le peuple n'est pas capable de faire la résistance. Il demande tout simplement que vous lui donnez les outils nécessaires de rapport de force qui fait que ce peuple, quand il va se lever, il ne sera plus tué comme auparavant, ou obligé de se replier et se faire frapper de maison en maison et écrit sur les maisons déjà frappées. Vous voyez, donc il y a ce trauma-là. Donc quand vous êtes officier, on vous dit, bon, ok, voilà la situation, comment vous pouvez, face à un régime aussi violent, comment vous pouvez sortir le peuple togolais? C'est comme un devoir, comme on le fait en série C. On vous donne un devoir de mathématiques de 5 heures. Trouvez la solution. Si vous êtes vraiment un officier, avant d'avoir votre diplôme d'officier de guerre, vous devez être capable de partir avec vos faiblesses, vos forces, vos opportunités et construire, même si ce n'est pas à construire aujourd'hui, si vous avez besoin de 2-3 ans, construire un rapport de force nécessaire à faire en sorte que la peur change de camp, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 1 an ou même dans 2 ans. Ça, c'est ce que je peux dire comme élément de réponse. Donc, le deuxième élément de réponse que je vais t'apporter, c'est la géopolitique panafricaine. Vous voyez, tout à l'heure, on a parlé du 5 octobre, qui est intervenu
bien qu'il y a des soit une dictature, mais il y avait le vent de l'Est. Aujourd'hui, avec la souveraineté, l'AES qui se lève, contre la France recule. Et donc, l'effet prégnant de la France de contrôler encore un certain nombre de pays diminue. Parce que les Africains veulent veulent aller vers la rupture avec ce système france-africain imposé depuis les indépendances jusqu'à ce jour. Donc les gens veulent aller libérer. Les gens veulent que leurs ressources ne servent plus à de l'exploitation et à une économie extractiviste ou exploitrice. Voyez, les gens veulent reprendre les mains de leur propre destin. On voit le cas du Niger, le cas du Burkina ou encore le cas du Mali. Et donc, dans cette configuration, il y a quelque chose qui s'en vient. Il y a quelque chose qui bouillonne, qui va avoir encore un effet au Togo. Donc, le peuple togolais va encore se révolter. Mais cette fois-ci, nous devons penser d'avance la stratégie et savoir que ce ne sera plus une stratégie pour aller aux élections. Ce ne sera pas une stratégie de négociation, ce sera une stratégie de rupture. Mais cette stratégie de rupture suppose un rapport de force. Comment construire ce rapport de force sur le plan communicationnel, sur le plan des moyens, sur le plan de l'accompagnement des blessés, sur le plan de ce que Tipi avait appelé le maillage du terrain. Le maillage du terrain. Comment le construire? Donc c'est tout ça qui doit être construit, non pas publiquement, mais dans des officines un peu plus secrètes où on doit se mettre au travail. Et c'est là où intervient le rôle de la diaspora. La diaspora togolaise ne peut pas être toujours une diaspora spectatrice. C'est-à-dire être comme dans le gradin et regarder le match et être joueur et pouvoir commenter non. Mais on est sur le gradin, on est plus joueur que ceux qui sont sur le terrain. Mais quand tu descends dans l'arène là, tu ne peux pas faire 5 minutes parce que tu vas être essoufflé. Tu ne peux même pas courir. Mais sur le gradin, tu es le meilleur joueur. Tu as des commentaires sur tout le monde. Je pense que la diaspora doit sortir de cette position pour construire avec la résistance sur le terrain le rapport de force. Au moins, nous sommes dans la diaspora, rassemblons les moyens financiers au moins. Qu'on soit capable de dire en tant que diaspora togolaise, nous sommes capables de déposer 10 millions de dollars sur la table, 20 millions, 100 millions de dollars sur la table. Mais la dynamique va changer. Mais rassembler la diaspora, ce n'est pas nos 30 000, nos 20 000, non. Construisons un rapport de force. Ça passe le pouvoir, il faut 3. Il y a 4 déterminants du pouvoir. 4. Quand vous prenez le pouvoir, si vous voulez le pouvoir, il y a 4 déterminants. Le premier déterminant du pouvoir, c'est la force. Si vous n'avez pas la force, ne rêvez pas au pouvoir. Et cette force-là se construit. Et c'est pourquoi le régime l'a construit sur la base des militaires. Il tient. Donc nous aussi, si nous voulons le pouvoir, pensons à la force. Deuxième élément, et deuxième élément, c'est l'argent. Nous devons avoir l'argent. Personne n'a le pouvoir sans la force, sans l'argent. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas prendre le pouvoir. Et donc, si vous n'avez pas, mais disons nous en tant que diaspora, c'est peut-être nous ce qu'on peut faire dans nos pays respectifs, c'est de contribuer à construire le pilier argent. Et travaillons pour atteindre un objectif. Même si on va l'atteindre dans 5 ans, se disons au moins, si dans 5 ans, on va atteindre cet objectif-là. On est 2 millions de Togolais dans la diaspora. 2 millions. Si chacun donnait 1 euro, mais nous avons 2 millions d'euros. Imaginez sur une année. Vous imaginez, mais chacun est dans un individualisme autiste, en pensant que ça va se réaliser. Regardez comment les Rwandais l'ont fait. Regardez comment d'autres diasporas, les Juifs le font. Mais nous devons nous remettre en cause et commencer par construire ce que moi j'appelle le rapport de force. Donc au niveau de l'argent. Le troisième élément, c'est l'intelligence. Si vous n'avez pas l'intelligence, vous ne pouvez pas avoir le pouvoir. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous avez 2 déterminants, vous pouvez aller chercher le deuxième, le troisième. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous n'avez pas l'argent, vous avez la force, vous avez l'intelligence. Avec la force et l'intelligence, vous pouvez aller chercher l'argent. Un exemple concret. Vous avez la force, vous avez l'intelligence, vous savez par exemple l'argent est dans une banque. Mais votre intelligence et votre force vous permettent d'aller casser cette banque-là et de prendre cet argent. Vous voyez, donc si vous avez 2, je ne dis pas d'aller le faire, mais je suis en train de vous donner un exemple. Comment, quand vous combinez 2 facteurs
du pouvoir, vous arrivez à un troisième. Si vous n'avez pas si vous avez l'argent et vous avez l'intelligence, vous avez l'argent, vous avez l'intelligence, avec l'argent et l'intelligence combinée, mais vous pouvez aller chercher la force. La force, c'est quoi? C'est les armes, c'est les hommes qu'on forme. Si vous avez l'intelligence, vous pouvez aller chercher la force. C'est